On est de retour dans le live TV Finance de ce mercredi. On continue à naviguer sur nos marchés financiers avec tous nos experts, à vous donner des idées aussi pour bâtir votre stratégie d'allocation. Et on va continuer à le faire ce matin grâce à notre interview gestion, grâce surtout à Julien Nebenzal que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur ce plateau pour l'interview gestion. Donc bonjour, bienvenue à vous Julien. Je rappelle que vous êtes le président de Futur IM, Futur Investment Manager, société de gestion indépendante. Merci Julien d'être avec nous ce matin. Je le disais en débutant cette émission, Futur IM, société de gestion qui aborde les marchés par le prisme de la finance comportementale, par l'analyse aussi cyclique de ces marchés. Est-ce que vous pouvez d'abord, Julien, nous rappeler quels sont les grands principes de cette finance comportementale ? Alors la finance comportementale, c'est une discipline qui existe depuis environ 30 ans au niveau académique, qui traite essentiellement d'un aspect qu'on va dire micro, c'est-à-dire le comportement à la fois dans l'économie et sur les marchés financiers des individus. Donc quand je dis micro, c'est qu'on essaie d'observer les biais comportementaux, par exemple de chaque opérateur, de chaque personne qui va traiter sur les marchés financiers. Mais il y a une autre partie que nous relions à la finance comportementale, nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls, c'est la théorie des foules. C'est-à-dire sur un niveau plus macroéconomique, on se rend compte qu'en fait il y a une notion de cycle, tant dans l'économie que sur les marchés financiers. Alors ça fait pas 30 ans qu'on l'a découvert, ça fait plutôt 150 ans. Hein. Le premier c'était un Français, Clément Juglar, qui avait diagnostiqué un cycle qui porte son nom, le cycle de Juglar. Donc en fait, l'idée est de dire que les marchés ne raisonnent pas, enfin les opérateurs ne raisonnent pas nécessairement autour de la valeur, ce qui est la théorie de la finance classique, mais qu'en fait, l'évolution des prix suit en fait un cycle. Alors des prix ou de l'économie elle-même. Et c'est à partir de la position soit des prix, soit de l'économie dans le cycle, qu'on va décider d'investir ou de ne pas investir, en tout cas de moduler l'investissement et l'allocation. Donc quelles sont quand vous tirez des leçons de cette finance comportementale, comment ça s'applique, comment ça se matérialise sur vos choix d'investissement? Essayons d'être concrets. Alors si par exemple on anticipe une amélioration, imaginez que nous sommes par exemple sur un point économique bas, par exemple un moment un peu récessif. Pas en ce moment. Alors pas tout à fait en ce moment, on peut prendre l'exemple de fin 2018, début 2019, où les marchés financiers étaient bas, l'économie ralentissait, tout le monde voyait ça. Nos travaux sur les cycles permettaient d'estimer qu'on allait s'améliorer pendant 3 ans. Donc ce qui est important à ce moment-là, nous on était peu investis, c'est de progressivement, graduellement revenir en termes de risque dans nos allocations. Quand je dis peu investis, c'est-à-dire qu'on avait peu d'actions. Donc on a acheté des actions et de plus en plus d'actions pour être totalement exposés pendant la période actuelle. Évidemment, quand nos cycles vont pointer la possibilité d'un ralentissement, alors à ce moment-là, on commencera à réduire progressivement l'exposition au risque action. Et vous nous direz peut-être tout à l'heure si on est dans ce scénario-là actuellement. Oui, bien sûr. Alors, on va passer justement à la pratique. On va parler ce matin de ce fonds dont vous êtes le gérant, Futur Flexible Action, un fonds action comme son nom l'indique, vous allez nous en parler. Mais j'aimerais qu'on dissèque le nom complet de votre fonds. Alors, ce fonds Futur Flexible Action, qu'est-ce qu'il a de flexible exactement ? Alors, la flexibilité, c'est une notion qui existe dans les produits financiers depuis, je dirais, une quinzaine d'années. L'idée est de dire que le fonds détient des actions, mais il n'est pas nécessairement totalement exposé aux actions. La flexibilité permet de décider d'être très peu exposé ou très fortement exposé au marché d'actions. On utilise pour ça, alors il y a 2 méthodes pour arbitrer, pour allouer. La première, c'est de réduire les actions et d'acheter des obligations. L'autre méthode, c'est de couvrir l'exposition aux actions par des contrats futurs ou des options. Nous, on utilise cette seconde méthode, c'est-à-dire que notre portefeuille est toujours investi en actions. Ça, c'est pour la partie action du nom Futur Flexible Action. Et la partie flexible, c'est qu'on s'autorise de réduire la sensibilité du portefeuille en vendant des contrats futurs. Et puis à d'autres moments, on ne vend aucun contrat futur, c'est-à-dire qu'on est totalement exposé sur les marchés d'actions. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les principales lignes qui composent aujourd'hui ce fonds? Quelle géographie associée? Alors, on fait des choix relativement simples, c'est-à-dire que, je dirais, 90% du fonds est composé de paniers représentatifs d'indices. Par exemple, le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. Là, en ce moment, on est plutôt sur le CAC 40, qui nous semble plus fort que l'Eurostoxx 50. Et donc, le contrat futur, le cas échéant qu'on va utiliser, ça va être le contrat futur CAC 40. Le reste du portefeuille va être un choix un peu sectoriel, un peu tactique. Par exemple, en ce moment, on a 10% d'exposition sur le secteur bancaire. D'accord, et donc si on combine les objectifs assignés dont vous nous avez parlé, les actifs que vous avez sélectionnés, ça donne un fonds qui est destiné plutôt à quel profil d'investisseur ?
Alors dans la mesure où le risque du fonds peut être jusqu'à 100% en marché d'actions, il n'est pas optimal pour des gens qui ont un profil prudent, puisqu'à un moment on peut être totalement exposé au marché d'actions, ce qui ne correspond pas à quelqu'un qui est averse au risque. Pour les profils modérés, équilibrés, dynamiques évidemment audacieux, ce fonds peut être à ce moment-là adapté. Donc il peut venir en complément d'une allocation générale de fonds. L'idée, c'est de nous transmettre à nous le choix d'être positionné ou non sur les marchés d'actions, c'est-à-dire à certains moments de réduire la voilure, à d'autres moments de l'augmenter. Donc un investisseur qui est prêt à prendre un peu de risque, qui peut espérer quelle performance aussi. Je regardais les chiffres, si on regarde la performance passée, alors elle ne présage pas de l'avenir, mais les chiffres sont assez éblouissants. Sur un an, plus 36%, ce qui est un peu le double de votre indice de référence. Sur 3 ans, plus 12% versus plus 7% pour l'indice de référence sur les fonds allocation flexible Europe. C'est quoi la clé de votre succès pour faire mieux que le marché ? Ça réside en fait dans ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire l'utilisation de la finance comportementale. Je vous disais à titre d'exemple, fin 2018, nous n'étions pas exposés au marché d'actions, ce qui nous a permis, si on se souvient, en 2018, les marchés d'actions ont perdu 10 à 15%, nous on a été positifs. La raison, c'est pas qu'on avait un bon portefeuille d'actions, c'est qu'on était sorti du marché d'actions quasiment dès le début de l'année 2018. On a été très patients, on a attendu, nos investisseurs ont compris notre choix, et nous avons repris de l'exposition graduellement en 2019. Ça fait déjà un écart de performance important. Et la seconde chose, c'est la lecture qu'on a eue de la crise du Covid. Alors, comme sans doute beaucoup de gens peuvent le reconnaître, nous, la crise du Covid nous a surpris. C'était pas du tout dans notre cartographie, voilà, dans notre radar. Mais quand elle s'est produite, on a regardé la manière dont elle s'est produite. On a utilisé des outils, là encore, de finance comportementale, mais qui vont se rapprocher plus, pas tout à fait la finance stricte comportementale, mais l'analyse technique, c'est-à-dire la forme de la baisse est une forme qu'on appelle qui peut appeler un creux en V, c'est-à-dire un rebond aussi fort que la baisse antérieure, ce qui justement s'est produit. Donc en fait, malgré les risques qui étaient associés au Covid, on a décidé de ne pas changer la voilure, voire on l'a même renforcée à partir de l'été. Et évidemment, l'annonce des vaccins a été en notre faveur, ce qui permet d'avoir un écart de performance encore plus important. Donc performance passée très honorable, mais est-ce encore le bon moment aujourd'hui pour y investir? J'élargis même la question, est-ce que les marchés actions ont encore du potentiel de hausse pour ceux qui voudraient surtout éviter d'acheter au plus haut? Que disent là-dessus votre appréciation des cycles de marché pour les mois qui viennent? Alors, réponse peut-être en deux parties. D'abord, sur le produit lui-même, notre boulot, justement, c'est de réduire la voilure quand on pense que c'est nécessaire. Donc, si un investisseur estime qu'il ne sait pas si c'est le bon moment, c'est à nous, justement, de prendre cette décision pour son compte. En ce moment, notre position est totalement investie en marché d'actions. Donc, nous sommes exposés significativement. Pour répondre bien à votre question, là, aujourd'hui, on a eu une séquence extrêmement puissante en novembre avec l'arrivée des vaccins. Et c'est un véritable contre-pied pour l'ensemble des investisseurs qui, en fait, ont commencé progressivement à racheter des actions, mais après l'annonce. C'est-à-dire que quand on voit les quasiment 20% de hausse qu'il y a eu au mois de novembre, c'est un pourcentage de hausse qui n'a pas beaucoup de volume. C'est-à-dire que les investisseurs sont rentrés plutôt après, ce qui peut se comprendre. C'est allé très très vite. L'annonce des vaccins, je crois de mémoire que 2 heures après, on gagnait 5%. Donc il faut être capable de prendre des décisions très vite et de comprendre tout ça. C'est pas évident. Donc les investisseurs sont rentrés progressivement, mais ils ne sont pas encore exposés selon moi, selon nos recherches. Donc en termes d'analyse du risque, on a encore du potentiel haussier. Et c'est pour ça que cette année, il y a encore, même si nous avons déjà beaucoup progressé, il y a encore probablement un petit peu de grain à moudre. Et enfin, dernier point, ça c'était l'analyse du comportement des investisseurs. Du côté des cycles, on doit avoir un ralentissement, puisque finalement vous m'invitez en introduction à reprendre ce point, on doit avoir un ralentissement économique. Mais pour nous, il n'arrive pas avant la fin du premier semestre de l'année prochaine. Évidemment, ça peut être avancé, on n'a pas de calendrier strict, mais on va être encore positif sur la vision économique, au moins pour les mois à venir. Donc pour l'heure, les marchés ont raison de parier encore à ce stade sur la sortie de crise? Oui, je pense que pour moyen terme. Je pense que le cycle est tellement fort qu'il permet de surmonter, alors évidemment avec l'aide des plans de relance budgétaire, évidemment avec l'aide des banques centrales, mais la qualité du cycle permet de surmonter l'épisode Covid, qui est assez exceptionnel, et on devrait avoir des données économiques, je pense, qui vont au moins rester à leur excellent niveau actuel pour les USA et progresser en Europe. Eh bien, merci à vous, Julien Nebenzal, Future Investment Managers, dont vous êtes le gérant, le président, le RCC
PCI aussi, je crois que c'est de la compliance à ce sujet-là. À très bientôt sur notre plateau. Nous, on se retrouve juste après une dernière page de pub, dernier détour par la Bourse de Paris. À tout de suite pour la suite donc et la fin du live TV Finance.